pense que c'est un puzzle. Je pense qu'en fait, c'est 1000 petits éléments qui vous font comprendre qu'en fait, quelque chose existe que vous ne maîtrisez pas. Et en fait, c'est ce qui était terriblement dangereux. Car en fait, quand on est un enfant ou un adolescent, on a l'impression que si on vous cache quelque chose, c'est parce que vous avez fait quelque chose de mal. Et c'est ça qui fait du mal aux gens. C'est ça qui fait du mal dans les familles quand il y a des secrets pesants. C'est vrai que c'est là d'où vient la souffrance, parce que on ne comprend pas pourquoi son père ne dit rien, pourquoi sa mère ne parle pas, pourquoi parfois des conversations s'arrêtent, pourquoi il y a silence. C'est ça qui est difficile. Regardez dans les divorces. Un divorce, c'est terrible pour des gosses. Moi, j'ai divorcé de la mère de mon fils, par exemple. Même si on s'entend très très bien. Mais si on ne parle pas, nous on a choisi d'en parler tout de suite, d'expliquer. Si on ne parle pas, les enfants, ils souffrent terriblement parce qu'ils sentent bien immédiatement quelque chose qui ne va pas. Donc c'est une douleur. Alors que si on explique, on dit voilà, l'amitié, l'amour, la tendresse, tout ça reste, c'est juste une odeur, les choses s'apaisent. Et c'est l'histoire de l'origine de la violence. Pourquoi ? Parce que le personnage de Nathan, il a vécu toute son enfance dans cette maison en Normandie, dans cette atmosphère confinée, avec des gens qui visiblement ne disaient rien. Regardez le geste, vous avez vu le film, le geste quand il y a la valse au début, le geste du frère qui prend la main de sa sœur. Si un jeune homme surprend ce type de geste, et je dis mais pourquoi il a la main, elle me regarde, il a vécu dans cette angoisse-là, dans cette culpabilité-là. Et c'est pour ça que la découverte du secret va le ramener à la surface de l'eau, quoi. Et après, on n'a pas jugé aussi. Apprendre à ne pas juger le secret, la douleur, oui. Non, mais les autres, même leur attitude. Oui, apprendre à ne pas juger. C'est-à-dire avoir un jugement, je pense qu'il faut l'avoir, mais en tout cas apprendre à ne pas blâmer quand il y a quand le blâme n'est pas opportun. Regardez par exemple, c'est ce que dit Michel Bouquet à un moment à Stanley, lui dit 60 ans après, c'est facile de se dire mais bon, il y a des personnes que je juge, sur lesquelles je porte un jugement. Il y a des gens sur lesquels qui sont des salopards, qui l'ont été, qui le seront et qui l'ont toujours été. Donc ceux-là, je les juge et je les condamne. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui, prenons notre Clémentine. C'est difficile de porter un jugement sur Clémentine. C'est difficile de dire c'est une sale bonne femme. Elle est amoureuse, c'est une jeune femme. Elle ne se rend pas bien compte de la portée de son geste. Elle va faire quelque chose d'irréversible qui va en fait détruire son existence. Celle de David, bien sûr, mais détruire la sienne. Est-ce qu'on peut la blâmer ? Est-ce qu'on peut la juger ? Mais justement, quand elle raconte l'histoire, c'est là où elle raconte bien. Et où tout d'un coup on se dit, bon bah oui, c'est terrible, c'est horrible, mais on peut effectivement pardonner. Car on ne sort pas du film en la blâmant. On ne sort pas du film en disant quelle salope. On se dit, voilà, c'est des destins qui se sont croisés, et tout ça a débouché sur une tragédie. Non mais ce que dit Lanzmann, ce que disent BHL, c'est n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, ils disent ce qu'ils veulent, mais il faudrait donc ne pas oublier quelque chose qu'on ne peut pas montrer. Paradoxal. Ouais. Donc c'est un discours qui ne tient pas. Et en plus c'est un discours... Moi, je vais vous dire, mon premier... Je sais pas toi, ça, ce sera intéressant. Dis-moi. Par rapport à la Shoah, mon premier souvenir marquant dans ce qu'on m'a appris la Shoah, c'est cette série Holocauste. Qui était pourtant une série télé, je me rappelle, avec les flammes au début, un truc un peu... une américanerie, mais bien faite. Et c'est là que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Moi, c'est Alice Schindler. Ben oui, c'est le cinéma, quoi. C'est magnifique. À l'époque, mais bien sûr. Je sais, c'est l'italien. Bien sûr. On lui a dit, mais pourquoi tu ne peux pas toucher à ça ? Oui, comment il s'appelle La vie est belle. Benigni. C'est de la folie, quoi. Bien sûr qu'il faut raconter, qu'il faut montrer. C'est la plus belle façon, la plus émouvante façon de transmettre. Moi, je suis très, très attaché à ça. Mais il y a longtemps, je voulais parler de cette période. Et j'attendais de trouver le bon axe. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que je ne voulais pas faire
un truc de plus. Puis, et alors surtout quand c'est pas bien fait, quand c'est raté, c'est raté. Hein. Ouais, ça Moi, peut j'ai être, vu des films pas où, du tout. alors là, je comprends Lanzmann et les autres parce que j'ai vu des films où je tourne la tête parce que c'est terrible. Mais quand il y a cette force qui se dit, vous savez, je vais vous dire, le film sort demain, après-demain, je vais dire donc, je dis ce que je pense. Moi, je suis aussi spectateur de mon travail. Quand je fais des choses bien, je le sais. Quand je fais des choses moins bien, je le sais aussi. Et là, c'est vraiment bien. Je veux dire, les camps, la reconstitution de ce qu'on a fait, le travail qui a été fait sur cette période, c'est vraiment très intéressant. Parce que, comment dire, il y a cette force. On a l'impression d'être avec ces gens dans les baraquements, d'avoir cette peur avec eux, d'avoir... il y a quelque chose qui en fait qui rejoint totalement mon imaginaire et ce que j'ai vu même dans les documentaires et dans ce que nous ont rapporté alors du coup les gens comme le mec qui a fait Shoah, en fait tous ces deux comme Lanzmann, etc. Je vais vous dire, tous les mouvements du film sont importants, tout ce qui s'est passé dans cette période, mais les mouvements gays aussi, les mouvements de bonheur aussi sont importants, parce que c'est quand même des gens c'est des sentiments forts aussi. Une jeune femme qui meurt d'amour, un jeune homme qui a 20 ans et qui jusqu'au bord de la mort pense à cette femme qu'il aime. Ils ont abouti, ils ont atteint quelque chose, ils ont quelque chose que peut-être certains d'entre nous n'auront jamais. Il y a beaucoup de gens lumineux, hein, c'est vrai. Enfin, mais oui, même et le film, bien sûr, mais oui, bien sûr. Elle est quand même lumineuse. Et le film se termine sur quelque chose de lumineux, sur le rapport entre le père et le fils. C'est beau à la fin, c'est quand même un truc... C'était quand je suis arrivé devant les figurants. Ah ouais. La scène... C'est l'image des figurants qui... C'est la scène devant la porte où je suis arrivé devant 70 figurants qui étaient habillés en costume de déportés, qui étaient tous rasés et qui étaient tous plus ou moins des bénévoles parce qu'encore une fois le film n'avait pas trop de moyens, donc du coup ils étaient vraiment là pour une raison. Et quand je suis arrivé devant eux, ça a été un sacré choc. Parce qu'on est dans l'endroit est extrêmement chargé. J'ai vu ses camarades acteurs, ses amis, donc Lars Eidinger, Matthias Gall, habillés en Asie. C'était déjà compliqué pour eux, on en parlait beaucoup. Et puis tout d'un coup, je me retourne devant cette porte et je vois ces 70 jeunes, plus vieux, ces 70 Allemands qui étaient habillés en costume de déportés. Et là, ça a été un moment assez compliqué. Et même les autres costumes, le fait de... Oui, avant, tout ça rentre dans une... avant même le déporté, je veux dire... Quand moi je portais d'autres costumes... Ah oui, oui, bien sûr. Ça, on a l'impression de... C'est une ouais, machine à monter le temps. Ça tient une... pareil, voilà, c'est une posture, c'est une... Oui, c'est vraiment différent, c'est sûr. Mais j'ai lu un jour, j'ai un de mes filles qui avait fait le festival de Berlin. On va à Berlin, j'étais avec sa mère, ça racontait, non ? Mais c'était son anniversaire. On va à Berlin, on passe une soirée extraordinaire. Avec les acteurs, le film est accueilli, Les Menteurs, c'est avec Jean-Louis Anglade. Le film est accueilli, mais une ovation pendant 20 minutes, c'était extraordinaire. On passe une belle soirée. Le lendemain, je prends l'avion, j'ouvre les Libérations. Et écoutez bien ce qu'il y a écrit, parce que chaque mot est important. On avait honte, hier soir, d'être français. Au festival de Berlin, le film de Chouraqui était présenté. Berlin, honte, français, Chouraqui, je trouve que ça fait beaucoup dans la même phrase. Et moi, je me suis dit, on est foutu. Je m'en fous du mec qui a écrit ça dans l'IB et du rédacteur en chef qui l'a laissé passer. Mais je me suis dit, on est foutu. C'est fini. S'il y a un journal comme ça, qui a pignon sur rue, qui est écouté, et qui est lu, et qui est même un peu plagié par les autres journalistes, écrit des choses comme ça, c'est terminé. Et ben, je vais vous dire un truc. Je dis pas que c'est terminé, je pense qu'on peut encore avoir un sursaut, et j'espère qu'on l'aura, mais on a vraiment... C'est nous-mêmes qui avons creusé notre situation. On l'a creusé d'un point de vue politique, économique, social. Regardez, je comprends que les gens fassent la grève. Aujourd'hui, on me dit, au début du conflit, quand les gens ont commencé à faire la grève, j'ai dit, mais quand il y a eu Nuit debout, on m'a posé la question, qu'est-ce que vous pensez ? Je dis, mais enfin, c'est ridicule. Rien ne marche. Essayons cette nouvelle loi du travail. On va voir ce que ça donne. Mais aujourd'hui, ça a évolué. Et je comprends ces grévistes maintenant, d'une certaine façon. Sauf la violence, évidemment. Mais, qui ne sont pas là. Mais je comprends parce qu'ils ont peur. Ils sont désespérés. Ils vivent dans une angoisse qui est terrible. Moi, je connais la pauvreté. Moi, j'ai vu ma mère compter à la fin du mois les sous, à partir du 20 du mois.
Je suis complètement moi et je dis des choses. Non mais j'ai vu, vous voyez, je sais ce que c'est que d'avoir peur de manquer. Et ces gens ont peur de manquer. Donc qu'est-ce qu'il leur reste? Quand je vois les réactions de violence comme ça, non, c'est pas possible, vous comprenez? Ils ont peur. C'est le maître mot, la peur. Mais voilà, on n'est plus dans la lucidité, on n'est plus dans le calme et la réflexion. On est dans la peur. On peut rien faire avec la peur. Je vais vous dire un truc. Il y a une grande responsabilité des politiques sur notre situation, vraiment importante. Mais il y a une immense responsabilité de la presse, dont vous êtes. Mais je trouve qu'elle est immense, elle est gravissime. Elle est gravissime parce que je le répète, elle a creusé ce fossé. La presse avait les moyens de nous sortir de là. La couverture du conflit israélo-palestinien. Je comprends qu'on ne soit pas d'acteur, soit avec les Israéliens, soit avec les Palestiniens. Mais le fait d'être constamment dans la haine, dans la dénonciation d'une situation que très peu de gens connaissent. Moi, je suis franco-israélien. Je vis beaucoup, enfin, je vais passer du temps en Israël. J'en ai beaucoup passé. Je sais quelle est la situation. Vous croyez que les Israéliens, ils veulent pas être en paix? Vous croyez que les Palestiniens, ils veulent pas vivre en paix? Moi, je prône la paix avec 3 États. L'État israélien où les Israéliens veulent vivre en paix avec les Palestiniens. L'État palestinien, qui sont la majorité, hein. L'État palestinien où les Palestiniens veulent vivre en paix qui est la majorité avec les Israéliens. Et un autre État au milieu où il y a des Israéliens et des Palestiniens qui sont des connards et qui veulent se taper dessus. Voilà. 3 États. Si vous voulez vous taper sur la gueule, vous êtes 10% dans chaque pays, mais tapez-vous sur la gueule. Ne pourrissez pas la vie de tous ces gens et de toutes ces familles. Et de tous ces gosses. Donc je reviens à la façon dont on a couvert les événements depuis 10 ans. On a attisé cette haine. Elle a été... Ça me rappelle le générique de l'Holocauste. On en parlait avec les flammes. On a attisé cette haine. Et maintenant... Vous savez que moi, quand j'allais dans les banlieues, après au Jérusalem, les petits beurs, ils me faisaient ça. Ils venaient de sortir du film. Ils avaient vu Saïd Tagmaoui avec Gigi Phil et les gosses, ils me faisaient ça. Bravo, super. Et je parlais de l'amitié entre un juif et un palestinien. Et qui me tapait sur la gueule? Les journalistes. Qui me tapait sur la gueule? Libération, Les Inrocks, Télérama. Mais c'est quoi cette pays? Mais c'est une honte. J'ai honte pour eux. J'ai honte. Je suis scandalisé. Tu serais peut-être surpris en bien par leur critique. Non, je sais d'ores et déjà qu'elle va être mauvaise. Mais elle peut pas être bonne, elle est mauvaise depuis 40 ans. Vous savez quoi? Que le fait que la critique soit mauvaise, c'est un crime contre l'art. Parce que ça n'est pas l'œuvre qu'ils jugent, c'est le mal qu'ils veulent me faire. Et bien moi, je leur veux pas du mal à ces gens-là. Mais vraiment, je vous assure, moi je lis Télérama, de temps en temps, je lis Libé, il y a des papiers qui me plaisent. Moi, je leur veux pas de mal. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont cette haine ancrée en... Est-ce que parce qu'on est d'extrême gauche, il faut ne pas aimer les sionistes et les juifs? Est-ce parce qu'on est un journal de gauche, il faut monter les arabes contre les juifs? Est-ce parce qu'on est de gauche qu'il faut dire du mal qu'il faut dire que les juifs veulent absolument détruire les Palestiniens? Mais voyez, si les Israéliens voulaient détruire la banque de Gaza, mais ce serait fait en 3 jours. Vous vous rendez compte de la puissance de feu de l'État d'Israël? Il n'y a pas un État du Proche-Orient qui ose s'approcher, et vous pensez que c'est quelques mecs là qui sont à Gaza? Mais non, ils étudient les systèmes pour essayer de toucher le moins de victimes civiles, pour cibler leurs attaques quand ils veulent attaquer. Je veux dire, ils ont dévoyé ce conflit. En dévoyant ce conflit, ils sont allés plus loin qu'ils l'imaginaient peut-être, mais en tout cas, ils ont créé une situation en France qui devient intenable entre les communautés, qui risque de tourner au vinaigre gravissime, mais gravissime. On va voir ce qui se passe avec les prochaines élections. Mais s'il y a un vrai mécontentement, je peux vous dire qu'il va falloir fermer la porte de la maison, hein, et se barricader, parce que ça va chauffer. Hein. Voilà. La parenthèse. Michel, il est... La nuance même, quoi. On demande à un jeune acteur ce qu'il pense de Bouquet. Ah ouais, ça fait quel effet de se retrouver
J'allais pas dire un dinosaure, mais. Ouais, je suis allé voir toutes ces scènes, moi. Et c'est vrai qu'on a chaque fois payé une claque parce que c'est la subtilité même, en fait. C'est l'élégance. Et puis à chaque fois, il fait quelque chose de différent. C'était dingue à voir. Et en plus, là, on sent qu'il maîtrise tout, quoi. C'est vraiment contrôlé, ce millimètre, c'est de la dentelle. C'était fascinant. Je me rappelle, on était allé le voir avec Catherine Samir. Parce qu'il y a une vraie relation qui s'est créée. Et même elle, qui est quand même un géant pour nous. Moi, je suis allé la voir au théâtre quand j'étais plutôt jeune. Catherine, c'était fantastique de la voir, quoi. Elle était émerveillée, elle était éblouie. Et on était tous les trois, avec Jeanne Crémer, comme des gamins. Non, c'était vrai que c'était formidable de travailler. Il y a un plan que j'ai tourné dans la maison en Normandie, juste avant la valse. Vous savez, quand il valse et qu'il met la main, et je le filmais, et je disais, mais putain, mais il va faire un truc, il fait rien là. Il va faire un truc, il fait rien. Bon, alors, il prend la main, je vais sur Catherine, et je reviens sur lui, je dis, mais il fait rien, c'est pas possible, il fait rien. Bon, coupé. Le lendemain soir, je vois les rushs, je fais, mon Dieu. Vous n'aviez pas vu, quoi. Mais non, parce que c'est tellement... Il savait qu'il était en plan serré. Donc moi, on est toujours un peu embarrassé. Il y a la lumière, un contre-jour, il y a un truc qui vous gêne un petit peu, vous voyez pas exactement. Mais c'est... Tu vois le plan. Oui, je veux très bien. Il bouge pas. Et je me suis dit, il est fatigué ce soir, Michel. Alors qu'en fait, il était comme ça. Il fait rien. Mais tout est là. Tout est là. C'est vrai que c'est merveilleux d'avoir ce privilège d'avoir des acteurs comme ça. En France, cela dit, la France a une école d'acteurs extraordinaire. Je le vois avec César, je le vois avec Michel Bouquet. Depuis des dizaines d'années, il y a vraiment chaque génération apporte son lot de comédiens assez... Alors bon, il n'y a pas tous les jours un Michel Bouquet, il n'y a pas tout... mais il y a quand même... On a quand même, dans un pays où il n'y a que 60 millions d'habitants, on a quand même des acteurs assez exceptionnels. En fait, j'ai eu la chance de justement avoir perdu ces 12 kilos, donc du coup, de plus tellement me reconnaître à l'écran. C'est plus le même. C'est pas le même. Et du coup, quand j'ai vu ce personnage, je me suis dit, bon... Alors effectivement, les 15-20 premières minutes, Paris, j'étais un peu accroché à mon siège, et puis j'ai vu ce jeune homme évoluer dans cet enfer, et j'avais de l'empathie pour lui, et puis c'est aussi quand même un personnage plus ou moins historique, quoi. Donc, bon, je pensais plus à ces gens qui ont vécu cette tragédie qu'à moi, acteur, qui joue la comédie, quoi. Je me suis dit que la pression et le poids étaient tellement lourds que si je me mettais cette pression en permanence au-dessus de moi, j'allais m'écrouler. Je pouvais pas. J'aurais pas pu jouer, j'aurais rien pu faire parce que j'aurais essayé de tout contrôler. Donc voilà, j'ai essayé de le vivre comme un jeune homme de 19 ans qui vit cette situation, quoi. J'ai pas essayé de me dire je porte le poids de tous ces hommes et femmes et enfants qui ont vécu cette tragédie. Moi, c'est l'histoire de ce jeune homme de 19 ans qui est un garçon sympathique, charmant, qui séduit les filles et qui se retrouve empêtré dans cette tragédie. Alors, quand je me suis retrouvé devant la caméra de mon père, finalement, ça n'a pas été de pression en plus, ça a plutôt été une sécurité parce que c'était de se dire, voilà, on va essayer d'amener ce jeune homme à son destin, qui est un destin tragique, mais sans devoir généraliser le truc en se disant, on doit... c'est le poids de cette... et la charge que comporte cette période de l'histoire, quoi. Et c'est vrai que je dois dire, alors c'est le premier réalisateur de long métrage avec lequel je travaille, donc j'ai pas tellement d'éléments de comparaison, mais il est très sécurisant, donc c'est vraiment, alors vous savez, on n'a pas eu beaucoup de budget sur le film, ça s'est fait très rapidement, mais tous les acteurs, on en parlait tout le temps parce que c'était assez surprenant. Quand on arrivait sur le plateau, on se disait merde, ça va être speed, on va pas avoir le temps de se poser et de rentrer dans la situation, et en fait c'était pas vrai. À chaque fois tout se calmait. Au moment où les acteurs passaient devant la caméra, tout s'apaisait, tout se calmait et il n'y avait plus que. Donc nous, c'était cadeau pour nous. Voilà, se dire si les premières 8 prises, on n'arrive pas à le faire, c'est pas grave, on a le temps, quoi. On a le temps de trouver ensemble, on a le temps de chercher, on a le temps d'aller discuter si on a envie d'aller discuter.
Donc c'était vraiment c'était que du bonheur, quoi. Et je rajouterais un truc, et ça, c'est... Là, je le remercie, c'est qu'il a réussi à créer une famille, en fait, au sein des acteurs, et même par extension avec les techniciens et toute l'équipe du film. Mais c'est vrai que les acteurs, entre eux, c'est des gens aujourd'hui que je vois tous les jours. J'étais encore, tout à l'heure, au petit déjeuner, avec mes 4 camarades de film. On a vu Lars Heidinger, on a monté les marches sur le tapis rouge. Lars, on s'envoie des mails tout le temps et on s'est sauté dans les bras comme deux vieux frères qui se retrouvaient, quoi. Et c'est vrai que tout d'un coup on tourne plus avec des acteurs en plus prodigieux, comme Lars Heidinger est un acteur prodigieux. Et moi, quand on m'a dit que c'était Lars Heidinger qui allait se retrouver en face de moi, j'avais un petit peu les boules, je dois dire. Mais tout d'un coup, non, c'était tourné avec un membre de sa famille. C'était joué, c'était vraiment du jeu, quoi. Mais au sens premier du terme, joué. Donc c'était, ouais, il n'y avait pas de pression tellement. Et Christine a vu le film là, elle était bouleversée. Même elle m'a dit, je suis tellement fier d'être dans ce film parce que, vous savez, dans ce type de film, c'est des films qui sont tellement importants que chaque rôle doit être fait par les meilleurs. Et les meilleurs acceptent. Parce qu'ils voient bien qu'au-delà de la journée de tournage qu'ils vont avoir, ils participent à une œuvre qui est importante. Donc voilà, c'est vrai que Didier est exceptionnel. Et Christine, ce couple est tellement vrai, tellement la bourgeoisie française des années 30, c'est extraordinaire. Mais voilà, c'est ce type de sujet, ce type de scénario donne ce privilège. On peut appeler n'importe qui pour un tout petit rôle et on a toutes les chances d'avoir une réponse positive. Dans le polar, il y a des fausses pistes. Où sont les fausses pistes dans votre film? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des fausses pistes? Il y en a plein. Enfin, le père est un salaud, est un lâche. Non, ça n'est pas un lâche. C'est machin qui a dit, ah non, c'est pas lui, c'est la tante. On va partir en Allemagne. Non, on parle pas en Allemagne, on revient ailleurs. C'est constamment... Mais vous savez, c'est fait comme nos vies, hein. C'est un film qui est construit comme nos vies. C'est un film qui est construit d'hésitation, de changement, de bouleversement. Voilà, et c'est pour ça que nos vies sont passionnantes.